Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Vous êtes en compagnie de moi-même, Michel Iradukunda. Le Premier ministre, le docteur Justin Sengium, va entamer ce vendredi une visite de 2 jours dans la province de l'Est afin d'inspecter divers projets agricoles clés et d'évaluer l'état d'avancement de leur mise en œuvre. Le Premier ministre a débuté son périple par le district de Kirehe, notamment le projet d'irrigation de Nacho. Le Premier ministre Sengium va échanger avec certains habitants locaux ayant bénéficié de cette méthode d'irrigation reposant sur une technologie appelée pivot, regroupée au sein de la coopérative des agriculteurs de Nacho. Il a exhorté également ses agriculteurs à bien utiliser cette technologie afin d'augmenter leur rendement. Il a également encouragé les jeunes à s'impliquer activement dans les activités agricoles. Les agriculteurs ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement du Rwanda et ses partenaires pour ce projet qui a visiblement amélioré leurs conditions de vie. Ce projet d'irrigation de Nacho profite à plus de 3000 agriculteurs et s'étend sur une superficie de plus de 1100 hectares. À part ce projet, le Premier ministre doit visiter aussi l'usine de transformation laitière de Nyagatare ainsi que le pôle agro-industriel de Gabiro, également à l'est du Rwanda. La Norvège a extradé vers le Rwanda François Gasana, soupçonné d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. François Gasana avait été arrêté à Oslo en 2022 à la suite d'une enquête approfondie menée par les services de renseignement de ce pays. En septembre 2023, un tribunal d'Oslo avait ordonné son extradition vers le Rwanda, mais il avait interjeté appel contre cette décision. En avril 2024, la Cour d'appel a confirmé la décision de l'extrader pour qu'il soit jugé au Rwanda. Le porte-parole de l'organe national de poursuite judiciaire, Faustin Moussi, a indiqué que la loi régissant les procédures pénales au Rwanda stipule que lorsqu'une personne est extradée vers le Rwanda pour y être jugée et qu'elle avait déjà été condamnée par une juridiction gacaca avant le début de son procès, le jugement prononcé par la gacaca doit d'abord être annulé afin que l'affaire soit rejugée depuis le début. Ainsi, bien que François Gasana a été condamné à 19 ans de prison par les juridictions gacaca, son retour au Rwanda implique que cette condamnation sera d'abord annulée et qu'il sera ensuite jugé de nouveau conformément à la loi. Et toujours en parlant de cette extradition, la Norvège a extradé François Gasana vers le Rwanda où il devra répondre de ses crimes liés à sa participation présumée au génocide. Une décision saluée par Kigali, mais qui relance aussi les interrogations suite sur la lenteur ou l'hésitation de certains pays à collaborer pleinement dans ce processus de justice. Suivez cette réaction du président de l'organisation Ibuka, le docteur Philbert Gakwenzile. Nous avons accueilli avec gratitude, je dirais, l'extradition de Gasana François. Et en même temps que nous marquons nos remerciements, d'une part à l'appareil judiciaire rwandais, mais en même temps aussi le travail qui a été réalisé du côté de la Norvège jusqu'à la prise de décision d'envoyer Gasana pour juger au Rwanda. Vous avez appris que c'est un travail de longue haleine qui a été réalisé puisqu'il a fait des appels à plusieurs étapes. C'est son droit, mais l'examen minutieux qui a été mené par la justice norvégienne doit vraiment être bien remercié et être encouragé à travers toujours dans le même sens. Du côté du Rwanda, le Rwanda a fait son mieux. Mais plutôt, il faut voir comment les autres pays ont accueilli la demande du Rwanda. Et on voit qu'il y a pas mal de pays qui n'ont réagi, pour ne pas dire qui ont réagi négativement, mais de toute façon qui n'ont fait rien. Et parmi même ces pays, il y a les pays africains. Et je dirais qu'ils doivent réellement aller dans le même sens que la Norvège, qui est à ce que le crime de génocide, c'est un crime contre l'humanité et c'est un crime aussi
qui dépend de la justice pénale internationale. Donc, ils doivent au moins respecter ce qui a été exprimé par la Convention de prévention et de répression du génocide commis contre les Tutsis, qui a été signée au sein de l'ONU en 1948. Nous avons le droit d'être optimistes, mais en même temps, il faut être réaliste. Vu ce qui a été fait pendant ces 30 ans, on voit qu'il y a encore du travail. Mais de notre côté, que ce soit EWOCA comme société civile, que ce soit la République rwandaise, l'État rwandais, nous continuons toujours à pousser et à sensibiliser pour que les autres pays vraiment puissent réagir et lutter contre l'impunité. Nous allons y revenir tout à l'heure avec Maître Gisagala depuis Paris. Mais retournons sur ce rapport des Nations Unies. Des analystes de la sécurité dans la région des Grands Lacs ont montré que certains rapports, notamment ceux des Nations Unies et de ses agents, semblent entraver la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que du processus de paix de Doha entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Les rapports des experts de l'ONU et d'autres organisations qui se disent défenseurs des droits humains sont souvent critiqués de ne pas refléter la réalité du terrain dans l'est de la RDC. Selon les analystes politiques et sécuritaires régionaux, ces rapports sont généralement influencés par les intérêts spécifiques des organisations qui les sous-tendent. Cette critique s'applique également à un récent rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui accuse le groupe rebelle M23 d'avoir tué des civils au Nord Kivu, une accusation qui, selon les analystes, a été formulée sans présenter de preuves crédibles. Les analystes affirment que ces rapports retardent les progrès des négociations de paix en cours et la mise en œuvre des accords connexes. Cette controverse survient alors que le Rwanda prend des mesures importantes, notamment l'adoption d'une loi ratifiant l'accord de paix de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo afin de mettre en œuvre le processus de paix. Et comme nous le disions tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir au bout de Skype Maître Gisagala. Bonjour Maître. Oui, bonjour madame, merci pour votre invitation. Alors, parlons de l'extradition de François Gassana. La Norvège l'a extradé ce vendredi. Il est suspecté aujourd'hui d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis. Et nous savons que ce n'est pas la première fois. En tant que juriste, dites-nous comment estimez-vous la coopération, je dirais, des pays étrangers dans la poursuite des présumés génocidaires ? Écoutez, c'est une réponse que je dirais mitigée, parce que d'une part, il faut se réjouir donc des résultats obtenus. Il y a une trentaine de personnes suspectées de génocide qui étaient envoyées vers le Rwanda pour y être jugées. Ouais. Dans le cadre soit de l'extradition, soit de la déportation. La Norvège, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, c'est la deuxième fois à mon sens. Il y a une autre personne qui a été jugée directement en Norvège. Donc je pense que c'est une chose dont il faut se réjouir, parce que quand on voit l'action des pays comme la Norvège, comme les États-Unis, comme les Pays-Bas, comme le Canada, le Danemark, il faut du bon travail pour essayer d'extrader ou de déporter ces personnes vers le Rwanda. Il y a d'autres pays qui préfèrent les juger sur place, notamment la Belgique, la France, la Suède, le Pays-Bas et autres. Et donc, c'est une chose dont il faut se réjouir. Mais, de l'autre côté, si on compare avec le nombre de personnes qui sont recherchées, vous savez que les autorités rwandaises ont émis plus de 1100 mandats d'arrêt internationaux. Et donc, si on compare avec le nombre de personnes qui sont recherchées, plus de 1000 personnes, et seulement 61 personnes qui ont soit été extradées ou déportées vers le Rwanda ou qui étaient jugées sur place, on considère que le chiffre d'une soixantaine de personnes est comme une goutte à la mer. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une réponse mitigée. Il faut d'un côté se réjouir des résultats obtenus, mais ce nombre par rapport aux personnes qui sont recherchées nous démontre qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et voilà, c'est encourageant, mais il reste encore beaucoup de choses à faire.
Alors, Maître, vous menez, je dirais, un noble combat dans la culture, je dirais, contre la culture de l'impunité, surtout en rapport avec le génocide perpétré contre les Tutsis. Où en êtes-vous, je dirais, avec ce combat, surtout en France, où vous exercez comme avocat? Vous savez, en France, il y a eu un avant et un après. Vous savez que depuis 2 ans, la justice française fait un effort remarquable pour mettre fin effectivement à l'impunité dans son pays qui sévissait depuis 1994. Vous savez que les premières plaintes en France ont été déposées depuis 1995. Donc il a fallu attendre plus de 30 ans pour avoir les premières personnes jugées, plusieurs années pour voir les premières personnes jugées jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 8 personnes qui ont été jugées. Mais sur les 8 personnes, il y a 3 seulement dont les jugements sont définitifs, à savoir l'ex-capitaine Pascal Simbikangwa et les 2 ex-bourgmestres de Kabarondo, Tite Balaïra et Octavien Genzi, qui étaient condamnés définitivement. Et il faut aussi se réjouir du fait que dans ces dossiers, les parties civiles qui ont demandé les dommages et intérêts les ont obtenus. Donc ces dossiers sont définitifs. Mais sur les 8 personnes qui ont été jugées, il y a 5 autres qui attendent le jugement définitif. Et ces personnes-là, leurs dossiers sont à des degrés divers. Il y a notamment celui de Philippe Ategekimana alias Bigouma, qui est sur le point d'être clôturé puisque nous attendons seulement, sur le plan pénal, nous attendons seulement la décision de la Cour de cassation. Donc, il y a un avant et un après, il y a un effort qui est remarquable, dont il faut se réjouir. Mais voilà, nous venons de loin, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais ça va quand même mieux aujourd'hui. Alors, je dirais, peut-on espérer des procès organisés dans des jours proches ? Oui, il y a des dossiers qui vont venir. Il y a, comme vous le savez, une trentaine de dossiers qui sont dans les instances de la justice, mais à des degrés plus ou moins divers. Mais vous me posez la question de savoir s'il y a des procès qui vont venir. Oui, il y a dans 5 semaines, nous aurons un procès, c'est-à-dire à mi-septembre, nous aurons le procès en appel de Sostène Munyemana, qui a fait appel de la condamnation qui lui a été infligée la dernière fois, qui est de 24 ans de réclusion criminelle. Donc son dossier sera jugé en appel de mi-septembre à mi-octobre. Et puis l'année prochaine, nous aurons également, et il me semble que c'est en février de l'année prochaine, il y aura également le procès en appel de Claude Mohaimana, qui lui aussi a fait appel de 14 années de réclusion criminelle dont il a été condamné. Enfin, au mois de juin de l'année prochaine, il y aura également le dossier en appel du docteur Eugène Rwamutio, qui lui aussi a été condamné à 27 ans de réclusion criminelle et qui a fait appel. À côté de ces dossiers qui sont arrivés au bout de la chaîne, qui sont arrivés au bout du jugement, il y a d'autres dossiers aussi qui avancent à des vitesses plus ou moins longues ou qui ont été réveillés et dont on attendra certainement des nouvelles dans les jours à venir, notamment le dossier de Itayezu Marcel, ou d'Agat Kanziga, ou alors celui de Safari Majaliwa. Donc c'est des dossiers aussi qui avancent, dont il devrait y avoir dans les jours à venir des actes ou des nouvelles. Alors, le Rwanda et vous en particulier comme avocat des parties civiles dans les affaires liées au génocide, vous faites face, je dirais, au négationnisme. Comment ça se présente aujourd'hui ? Alors, le négationnisme, je peux dire que bon, depuis quelques années, vous savez, il y a eu en France, au fur et à mesure que la justice avance en matière de génocide commis contre les Tutsis, il devient donc plus en plus difficile pour les négationnistes d'avoir accès aux médias et de pouvoir profiter de l'ignorance du peuple, de l'ignorance des médias pour se livrer au négationnisme. Donc je pense qu'il y a un mieux, puisque le génocide est plus ou moins compris aujourd'hui au fur et à mesure que la justice avance. Et donc je peux dire qu'il y a un mieux depuis, mais évidemment, il n'est pas éradiqué pour autant, d'autant plus qu'il y a eu l'année dernière la condamnation de Charles Onana. Ça a permis de calmer un tout petit peu les négationnistes. Donc aujourd'hui, ce que je remarque en tout cas moi, c'est qu'ils réfléchissent davantage, ils réfléchissent avant de livrer ou avant de se livrer au négationnisme qu'ils ne faisaient avant. Mais malheureusement, depuis la reprise de la guerre dans l'est du Congo, les négationnistes essaient de profiter de ce fait, de ces circonstances malheureuses pour
recycler les théories de double génocide ou les théories de relativisation du génocide commis contre les Tutsis en profitant de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Et donc, c'est aussi un résultat mitigé, je dirais. Il y a et mieux, mais il faut toujours rester vigilant, et puisque les négationnistes, malheureusement, ne sont pas éradiqués. Alors, pour terminer, Maître, peut-on, je dirais, espérer une diminution des cas de négationnisme, ou comme vous venez de l'évoquer, il y a une autre forme, je dirais, de négationnisme. Est-elle diversifiée? Oui, et la tendance est effectivement à changer de forme. Vous savez, le négationnisme pur et dur n'est plus possible. Parce qu'à l'époque, les gens profitaient de l'ignorance des gens. Mais aujourd'hui, c'est devenu très difficile, du moins dans les médias mainstream, de pouvoir dire simplement contester que le génocide n'a pas eu lieu. Le génocide commis contre les Tutsis aujourd'hui est une réalité judiciaire dans presque tous les pays européens, tous les pays occidentaux. Donc, il n'est plus entendable aujourd'hui de se livrer au négationnisme pur et dur de l'époque. Mais il y a de nouvelles formes qui arrivent, notamment pour la relativisation, notamment pour les théories du double génocide, notamment les théories qui visent à assimiler ce qui se passe dans l'Est, ou alors faire parler de ce qui se passe dans l'Est du Congo pour se livrer au négationnisme. Donc ce sont des formes variées, aujourd'hui diverses, qui viennent nier le génocide, mais le négationnisme pur et dur de l'époque, aujourd'hui, il est de plus en plus rare. Merci en tout cas, Maître Yissagala. Je rappelle que vous êtes à Paris. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir. Au revoir. Les jeunes du camp des réfugiés de Mahama à l'est du Rwanda se réjouissent d'être associés au programme national de création d'emplois pour les jeunes rwandais pour augmenter les opportunités d'emploi aux jeunes, aussi bien nationaux qu'étrangers. Le district de Kirehe, dans lequel est situé ce camp de réfugiés de Mahama, a organisé une rencontre de ces jeunes avec les employeurs. Ces jeunes apprécient cette opportunité qui est pour eux un moyen de se développer et d'améliorer leurs conditions de vie. Pour l'occasion, environ 400 jeunes ont rencontré des employeurs dans le but d'analyser ensemble la nature du marché du travail et les compétences dont disposent les jeunes. Le district de Kirehe, à l'est du Rwanda, envisage de créer environ 250 000 emplois d'ici 2029. Le camp de Mahama abrite plus de 60 000 réfugiés, à majorité issus de la République démocratique du Congo et du Burundi. Et justement, comme on parle d'emploi des jeunes, les experts en santé mentale estiment que les jeunes doivent être accompagnés afin de les protéger contre la dépression et le désespoir susceptibles de rendre la vie incertaine pour eux. C'est ce que nous explique le docteur Aristide Lutaïsile, psychopathologue à Amiens, en France. Suivez. Quand est-ce qu'un avenir devient incertain? Ça peut être d'abord par expérience. On peut comparer. À l'époque, quelqu'un qui sortait à l'école primaire, il commençait à se dire qu'il a fait déjà des études. Quelqu'un qui terminait ses études, à l'époque on les appelait les études humanitaires, donc ça veut dire à la fin de l'école secondaire, déjà il trouvait le travail facilement. Aujourd'hui, celui qui a terminé le bac ou la licence, il trouve le travail difficilement. Donc par expérience, on peut aller à l'école, on se dit oui, je vais avoir un diplôme. Après, je vais faire la collation des grades. C'est la joie, c'est la fête. Mais après, on se pose des questions. De quoi ça va nous servir après? Donc cela peut réduire l'envie d'aller à l'école. Si j'ai cette expérience de comparaison, un tel a un master, un tel a une licence, et il n'a pas pu terminer, il n'a pas plutôt un travail après ses études, pourquoi je dois aller à l'école? Ça peut être aussi l'inverse. Donc je vais faire beaucoup d'études parce que celui-là qui s'est arrêté sur le master, qui s'est arrêté sur la licence, n'a pas eu un diplôme, n'a pas eu un travail. Donc si j'avance encore et que je dévance pour être au doctorat ou à un niveau je ne sais pas quoi, ou d'autres diplômes ou d'autres certificats. Donc cela me donne déjà la place
et aussi une anticipation pour trouver un job. D'autre part, ce n'est pas seulement par comparaison qu'on peut parler des choses dans ce sens. L'anxiété peut aussi venir de ce que les parents veulent des enfants. Mon enfant est intelligent, il doit être. Il doit être un ingénieur, il doit être un médecin. Ils réussissent bien. Et dans ce sens-là, alors, l'angoisse et le stress commencent. Et l'enfant va aller à l'école, il va travailler parce que ses parents ont décidé ce qu'il va être. Et là, alors, l'anxiété et le stress ne peut qu'augmenter. Ce n'est pas que ça, c'est aussi par rapport à des récompenses. C'est souvent qu'on dit aux enfants, si tu seras le premier, on va t'acheter un vélo. C'était ça à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on propose aux enfants. Mais ces récompenses-là qu'on propose aux enfants ne les aident pas vraiment à suivre l'essence même de l'éducation et de l'enseignement. Parce qu'ils vont apprendre beaucoup de choses facilement ou difficilement avec un stress, avec l'anxiété, pour les oublier rapidement après. Parce qu'ils ont travaillé pour quelque chose. Donc ils ont trouvé la récompense et ils oublient ce qui a pu les amener sur cette récompense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est aussi le système de l'éducation qui peut faire aussi quelque chose qui nourrit ce stress et cette angoisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si je vais dans une école publique, je vais dire n'importe quoi, une école publique qui se trouve ici à côté, et qu'il y a une autre qui va dans une école où il y a des examens de Cambridge, ou d'autres examens, je ne sais pas, des systèmes internationaux, ces deux enfants-là, ils ne vont pas avoir le même stress et l'anxiété pour répondre à cette éducation. Celui qui est dans une école publique où il n'y a pas beaucoup d'exigences, il va suivre une école tranquillement, sans problème. Alors que celui-là qui a des exigences de « Ah, il y a un examen qui m'attend », non seulement c'est un examen national, mais aussi il y a d'autres examens que les autres ne font pas. Et là, ça va augmenter et à la fois l'anxiété et l'angoisse. Mais c'est aussi un autre point qui est lié pas seulement au système d'enseignement, mais plutôt au système de vie à l'école. La vie à l'école. À l'époque, c'était se comparer avec les autres, que ce soit du point de vue économique ou ça veut dire le statut. Un enfant qui a des parents qui ont des revenus généreux et un autre qui a des parents qui trouvent difficilement les revenus pour payer les frais scolaires. Ça aussi, ça peut augmenter cela. Donc si j'échoue alors que mon père ou ma mère a vendu son champ ou ses chèvres ou ses vaches pour pouvoir payer mes études, et comment je vais m'en sortir? Ce stress peut aider, cette anxiété peut aider, mais ça peut aussi gâcher la vie de l'enfant, indépendamment de ce qu'on attend de lui. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Iladukunda.